Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise, dont voici les grandes articulations. Les députés à l'Assemblée nationale, sauf ceux de l'opposition, donnent leur aval à la loi portant création de l'Alliance solaire internationale. Une idée pour le Togo de rejoindre les pays qui acceptent d'augmenter la production d'électricité solaire. Le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED sur les pays moins avancés est rendu public. Il table justement sur l'accès de tous à l'électricité moderne. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis les organisations de la société civile s'impliquent dans la résolution de la crise politique au Togo. Elles étaient en réflexion ce matin à Lomé pour découvrir leur partition à jouer. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe. Nous vous proposerons dans le courant de cette édition le communiqué ayant sanctionné ce Conseil. À la primature ce matin, le chef du gouvernement Comissé Lom Klassou a échangé avec une délégation du groupe des professionnels de l'industrie du pétrole conduite par son président Kwasi Kla. La délégation est allée présenter ses civilités au Premier ministre et en même temps discuter avec lui des problèmes liés au secteur. Nous écoutons le chef de la délégation au micro de Clarisse Atikle. Nous avons sollicité ce rendez-vous pour échanger d'abord avec le Premier ministre, que nous n'avions pas eu l'opportunité de rencontrer depuis qu'il est en poste. C'était le premier objectif visé. Il s'ensuit que quand vous rencontrez le Premier ministre, il faille discuter des problèmes de notre secteur. C'est ce que nous avons essayé de faire, poser les problèmes qui étaient, selon nous, les plus importants du moment, à discuter avec les autorités. Donc nous avons eu à parcourir certains de ces problèmes-là pendant le temps de l'audience. Je crois qu'il a pris acte des points qu'on a soulevés. Nous n'attendions pas qu'il nous donne des réponses dans la journée de notre visite. Nous lui portons à connaissance certains de nos problèmes, le temps qu'il puisse prendre le recul nécessaire pour les analyser, les étudier avec ses services, avec le ministère de tutelle et certainement nous convier à d'autres réunions pour voir dans quelle mesure ensemble on peut trouver des solutions. Il y a 5 pétroliers, Total, Togo Oil, qui est ancien Shell, Togo et Shell, Cap, Oando et MRS. C'est les 5 sociétés qui sont dans cette association du groupe des pétroliers. Donc c'est pour défendre nos intérêts, échanger, s'entraider, discuter, poser nos problèmes acquis de droit, nous concerter sur des choses à faire ensemble. Bon, c'est autant comme toute organisation de groupement. Je vous l'annonçais en titre, les députés togolais étaient de nouveau réunis au siège du Parlement ce jeudi pour la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Ils ont adopté la loi autorisant ratification par le Togo de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Elle vise à faciliter et augmenter de manière significative la production d'électricité solaire dans les 121 pays membres. Et c'est une initiative franco-indienne lancée le 30 novembre 2015 à Paris pour la promotion des énergies renouvelables. Et sachez que l'opposition parlementaire s'est abstenue au cours du vote. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le Togo engagé à surmonter les obstacles qui entravent le déploiement rapide de l'énergie solaire pour l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. C'est dans ce sens que la loi portant création de l'Alliance solaire internationale est votée ce jour. Un outil qui va permettre au pays de mobiliser les ressources financières pour la réalisation des programmes et projets liés à l'énergie solaire. En disant oui à cet accord cadre, la représentation nationale, selon le commissaire du gouvernement, donne les moyens nécessaires à l'Agence nationale d'électrification rurale de réaliser ses objectifs. Elle ouvre des perspectives de soutien et d'accompagnement à la mise en œuvre de notre politique énergétique basée entre autres sur le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire, ainsi que la préservation de l'environnement conformément au numéro 7 des objectifs de développement durable.
Cet objectif préconise l'accès à tous à une énergie propre de qualité à un coût abordable et qui préserve l'environnement. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait du développement des énergies renouvelables une priorité de son action. C'est ce qui justifie la création, le 11 mai 2016, de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, chargée de la programmation et de la réalisation des ouvrages d'électrification en milieu rural. En ratifiant cet accord cadre, notre pays se dote d'un outil indispensable à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nos politiques en matière d'énergie renouvelable. Plusieurs initiatives publiques et privées sont déjà mises en place au Togo pour promouvoir les énergies renouvelables. Un nouveau pas donc de franchi, une nouvelle piste de solution à en croire la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale pour faire face efficacement aux différentes difficultés en matière de développement durable. À l'heure où la pollution du monde a atteint des niveaux dont tous les spécialistes de l'environnement s'inquiètent, les énergies renouvelables constituent l'une des pistes de solution. Par ailleurs, étant donné les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique auxquelles des pays comme le nôtre sont confrontés, ne pas explorer les nouvelles pistes qui s'ouvrent devant nous pourrait être assimilé à un refus du progrès, à un refus du développement. Je me réjouis donc du fait que l'enjeu du projet de loi qui nous est soumis ce matin pour examen n'ait échappé à personne. L'Alliance solaire internationale lancée en 2015 constitue une plateforme de coopération entre les pays en développement à fort potentiel solaire et les pays développés qui disposent de technologies solaires avancées. Elle se donne pour vocation de réduire les coûts des technologies liées aux équipements solaires et de mobiliser à l'horizon 2030 plus de 1000 milliards de dollars US pour développer l'énergie solaire dans les pays membres. Et c'est d'ailleurs l'énergie qui est au cœur du rapport 2017 de la CNUSED sur les pays moins avancés. Il est question, selon le dit rapport, de garantir l'accès à l'électricité moderne pour tous à travers les 3 piliers de développement durable que sont l'économie, le social et l'environnement. Les précisions avec Sergine Raimondo et Nathalie Panégué. Le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED met l'accent cette année sur l'accès à l'énergie comme vecteur de transformation pour les pays moins avancés PMA. Ce rapport officiellement lancé fait une analyse globale de l'accès à l'électricité dans les 47 pays membres, dont le Togo. Ce que nous constatons dans le rapport, c'est que dans bon nombre de PMA, les retombées économiques de l'énergie sont parfois négligées et nous constatons que dans beaucoup de PMA, la consommation de l'énergie est dominée par le secteur des ménages et nous disons qu'il faudra à l'avenir porter aussi beaucoup plus d'attention sur la dimension économique de l'accès à l'énergie et utiliser l'accès à l'énergie comme un vecteur pour transformer les économies des PMA. Il y a une volonté politique au Togo pour amener l'accès à l'énergie aussi bien dans les zones rurales que urbaines et aussi le gouvernement togolais a exprimé une très grande volonté pour utiliser l'accès à l'énergie comme un levier de développement économique. Le rapport recommande au gouvernement de ces pays de renforcer les systèmes d'électricité, d'aborder la gouvernance et le financement du secteur électrique, d'intégrer l'énergie dans les stratégies de développement, de mobiliser la coopération internationale. À travers ce rapport, la CNUSED essaye de mobiliser la communauté internationale pour mieux appuyer les PMA dans leurs efforts de développement. Nous formulons des recommandations pour renforcer le système électrique dans les PMA, c'est-à-dire mettre en place une politique et une planification à long terme, tout en privilégiant la souplesse et la flexibilité dans ces politiques. Comment financer le secteur énergétique, c'est le défi principal pour les PMA et là, la coopération internationale sera primordiale. Il faudra trouver des modèles innovants pour financer le secteur de l'énergie. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable, conformément à l'ODD 7 à l'horizon 2030. Tel est le but que vise ce rapport
qui a aussi révélé que 62% de la population dans les PMA n'a pas accès à l'électricité contre 10% dans les autres pays en développement. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Togo, et les organisations de la société civile mènent des réflexions depuis ce matin pour une société civile plus efficace dans la résolution pacifique de la crise sociopolitique togolaise. WANEP Togo estime que dans le contexte actuel, il est nécessaire d'accompagner la société civile togolaise à mieux jouer son rôle de conciliateur et de médiateur interne. Le compte rendu de la rencontre avec Fafa Dalmeda et Arnaud Kilib. Une quarantaine de délégués venus des organisations de la société civile du Togo et de la sous-région a mené des réflexions sur la résolution de la crise socio-politique togolaise. Sous l'égide de WANEP Togo et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ces assises permettront aux délégués de prendre connaissance des bonnes pratiques en matière de plaidoyer de sortie de crise, les enjeux et défis des organisations de la société civile afin de susciter une meilleure lecture de la crise togolaise. La finalité étant de parvenir à aider les acteurs politiques pour une sortie de crise pacifique. Nous sommes aussi conscients que seuls nous ne pourrons pas y arriver, raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui cet atelier de 2 jours qui en fait rassemble 45 délégués venant de toute l'étendue du territoire national, y compris les réseaux régionaux, les associations de jeunes, les organisations de femmes et puis les organisations de défense des droits de l'homme. Donc pour dire qu'ensemble, il faille pour la société civile aujourd'hui de voir concrètement comment elle pense apporter sa contribution à l'apaisement de la crise. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP étant une structure qui encourage le dialogue et des actions de non-violence, le coordinateur régional a appelé une fois encore les leaders politiques à préserver l'intérêt national, la paix et la cohésion sociale. La représentante du PNUD a salué l'initiative qui va renforcer les interventions des organisations de la société civile dans la résolution des crises. Cette semaine, les maires, préfets, présidents de délégations spéciales de communes et villes du Togo, d'Afrique et de France échangeaient sur l'appropriation locale des objectifs de développement durable ODD. Une rencontre qui s'inscrit dans la célébration de la 13e édition de la Journée nationale de la commune. Et la rencontre a pris fin hier après-midi sur une note de satisfaction des participants qui repartent dans leurs différentes communes avec de nouvelles stratégies de développement de leur localité en corrélation avec les ODD. Les précisions avec Viviane Nsouvi et Patrice Bocan. L'utilisation des ressources pour les communes, contrôle citoyen de l'action publique locale dans le contexte de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Enjeux et défis de la localisation des objectifs du développement durable ODD dans les collectivités locales. Voilà des communications développées et débattues pendant les 2 jours des travaux de la 13e édition de la Journée nationale des communes du Togo. Quelques soucis techniques, nous reviendrons sur la cérémonie de clôture de cette rencontre des maires, préfets, présidents de délégations spéciales. Et les gouvernants locaux, justement, que sont les maires, préfets, présidents de délégations spéciales des collectivités territoriales locales, sont indispensables dans la gestion et le développement des communautés à la base. Rôle et place de ces personnalités, surtout du maire, dans le processus de développement des collectivités locales. C'est dans ce dossier de Viviane Nsouvi et Patrice Bocan. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par les États membres des Nations Unies interpelle le monde entier qui s'est ainsi fixé 15 ans pour atteindre le seuil des objectifs du développement durable ODD. Pour les réaliser, des défis et enjeux sont à relever à la base, d'où l'implication des collectivités territoriales locales dont leur gestion incombe aux maires. La solution passe par l'implication de l'ensemble des communautés, l'ensemble des habitants du territoire. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois lettré, que tu ne sois pas lettré. Donc tous ceux qui vivent sur le territoire ont un intérêt à ce que le territoire soit bien vivable. Les collectivités territoriales doivent être au cœur de tout processus. Les collectivités territoriales sont des espaces de territorialisation de toutes les politiques de développement que chaque État
est en train d'élaborer et de mettre en œuvre. Faire en sorte que les populations donnent leur confiance aux personnes dont ils pensent vraiment et se soucier de leur amélioration des conditions de vie. En 2007, le Togo a voté la loi portant décentralisation et liberté locale, conférant ainsi aux collectivités territoriales des compétences. Une base juridique qui renforce les attributions et rôles des maires dans leur gouvernance locale. Il faut effectivement promouvoir des programmes de résilience pour les populations, les programmes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, avec par exemple l'adaptation de nos semences agricoles. L'ensemble des populations rurales de l'Afrique du Sud, de l'Ouest pour ainsi dire, vivent de 80% de nos productions agricoles. Si le changement impacte négativement sur les productions, nous avons des problèmes de survie d'ici une vingtaine d'années. Donc, ce que nous faisons concrètement, c'est dans le secteur agricole, mener des politiques d'adaptation sur les semences, sur l'élevage, les questions de semences également, préserver les pâturages, lutter contre la feu de brousse, la déforestation, mettre en place des outils de promotion d'une sauvegarde. Tout ça participe, de notre point de vue, à participer véritablement à l'atteinte des objectifs. Et ça, c'est porté par les collectivités, parce que ce sont des compétences qui leur sont transférées avec les populations. Tous les problèmes viennent sur les tables des collectivités territoriales. C'est dire que l'appropriation et l'internalisation des ODD, en tout cas les premiers concernés, ce sont les collectivités, parce que ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir si les collectivités ne sont pas impliquées. Si on laisse ça au niveau national, au niveau central, ça va être difficile qu'on puisse avoir les cibles, toucher les cibles qu'on poursuit actuellement. Une gestion qui touche plusieurs secteurs, notamment l'aménagement du territoire, les infrastructures, l'urbanisme, l'énergie, l'eau, l'assainissement et la protection de l'environnement. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, vendredi 24 novembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Les cadres du ministère du Développement à la base étaient depuis mardi dernier à une session de formation pour mieux se familiariser avec les indicateurs des systèmes de suivi, évaluation des politiques et programmes ciblant la jeunesse. La rencontre a pris fin cet après-midi à Lomé. Les participants ont donc pendant 3 jours été outillés sur le processus d'identification et méthode de renseignement des indicateurs de performance. Les précisions avec Tabitha Akakou. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur cette fin de session de formation des cadres du développement à la base. Santé à présent, avec un bilan adressé, celui de l'approche contractuelle. Le nouveau concept est mis en œuvre par le gouvernement togolais il y a maintenant 5 mois. Quelles sont alors les appréciations dans les centres de santé pilotes? Les réponses avec Nadège Nyanya. Contractuel adopté par le gouvernement dans les formations sanitaires publiques du Togo est un engagement qui appelle à réduire considérablement le fossé qui sépare les ressources injectées dans le secteur d'une part et les performances des structures sanitaires publiques d'autre part. Mise en œuvre depuis juin 2017 au CHR d'Atapamé et au CHP de Blita, cette réforme du mode de gestion fait l'objet d'évaluation 5 mois après la phase d'expérimentation dans les centres de santé pilotes. L'évaluation de la contractualisation repose sur 5 indicateurs, à savoir l'augmentation du taux de fréquentation, la réduction du taux d'évasion fiscale, l'augmentation des recettes propres, l'amélioration de la disponibilité des médicaments et du recouvrement des coûts. Au bout de 5 mois, on a assisté à une augmentation du taux de fréquentation, du taux de consultation, du taux d'hospitalisation dans les grands services. Et ceci s'est accompagné également d'une importante augmentation des recettes de plus de 35%. Nous avons établi initialement une liste de 52 médicaments qui sont des médicaments fondamentaux couramment utilisés dans cette formation sanitaire. Et aujourd'hui, la disponibilité de ces médicaments est d'environ 90%. Le taux de retard
Lorsqu'on avait commencé, il était de 6%, aujourd'hui il est de 3%. Et le taux de recouvrement est d'environ 90%. De même que nous avons assisté à une très importante diminution du taux d'évasion qui est passé de 6 à 3%. Donc schématiquement, il est permis de dire que l'approche contractuelle atteint les objectifs qu'on lui a assignés. La finalité de cette approche, c'était d'améliorer les soins de santé au profit du plus grand nombre de patients. Et l'augmentation des recettes, la conséquence immédiate, c'est de dire que depuis 5 mois, les primes et les salaires des agents qui sont à peu près 109 personnes émargeant sur le budget de cet hôpital-là ne connaissent plus aucun retard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la disponibilité de médicaments est garantie. Le troisième point qui est quand même très important, c'est que sur fonds propres, l'hôpital d'Atakwame est arrivé à se doter de 2 microscopes, de 6 ordinateurs, 2 brancards, d'une table d'accouchement, et la pharmacie est actuellement l'objet d'une réhabilitation et d'un agrandissement, et tout ceci sur fonds propres. L'engagement des plus hautes autorités a été déterminant dans la mise en œuvre de cette réforme. Il en a été de même de la démarche inclusive et participative qui a favorisé l'appropriation de la réforme par les différents acteurs, d'où la nécessité de l'étendre à d'autres formations sanitaires publiques. Les prochaines étapes, c'est bien sûr le renforcement de ce qui existe à Atakwame. Et d'ailleurs, puisque les deux pendants de la réforme, c'est assainir la gestion, en même temps aménager le cadre de travail, c'est ce qui fait que le bloc opératoire d'Atakwame sera l'objet d'une extension dans les prochaines semaines, de même qu'il va être implanté là-bas une unité de soins intensifs. Alors le CHU Sylvanus Olympio, qui est l'une des entités pilotes, lui va entrer dans la danse dans les prochaines semaines, j'espère bien avant la fin de l'année. Et compte tenu du fait que l'expérience d'Atakwame nous a beaucoup instruit, ce qui est en train de se passer dans les prochaines semaines aussi, c'est que nous allons entreprendre la contractualisation au CHU de Kara. Et pour étendre le maillage, nous avons pris attache avec des sociétés religieuses. Donc petit à petit, tous les centres publics de soins seront l'objet de contractualisation. Le but du gouvernement reste le même, c'est la satisfaction de la population. Et les formations sanitaires, objet de contractualisation, gardent leur statut public. Les agents relèvent de l'État, les équipements relèvent de l'État, les prix seront fixés par l'État. Le contractant est chargé de mettre des outils et des mécanismes de gestion orthodoxes et il sera payé pour ça. Le mode de gestion induit par l'approche contractuelle a été associé à l'aménagement du cadre. Ces mesures d'assainissement, de gestion et de l'environnement sont accompagnées d'un renforcement des infrastructures et des équipements par l'État et ses partenaires. La consolidation et l'extension de la réforme auront un impact sur l'atteinte par le Togo de l'objectif 3 des ODD, objectif de développement durable. Je vous annonçais le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe. Le ministre Guy Madje Lorenzo, en charge de la communication, nous présente le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Conseil des ministres du jeudi 23 novembre 2017. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 23 novembre 2017 au palais de la présidence sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Fort et Sozimna Nyazingbe. Le Conseil a adopté 3 décrets, examiné en première lecture un projet de décret et écouté 3 communications. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte délégation des pouvoirs en matière de mise à jour des règlements par rapport aux nouveaux amendements relatifs aux annexes de la Convention de Chicago, en vue de permettre aux autorités d'aviation civile d'effectuer la mise à jour de leur réglementation par rapport aux nouveaux amendements de l'OACI.
l'institution recommande aux États membres la délégation de compétences aux directeurs généraux des différentes agences nationales de l'aviation civile, ANAC, pour l'amendement des règlements relatifs aux 19 annexes à la Convention de Chicago. Par le passé, cette recommandation au Togo était mise en œuvre par l'arrêté numéro 016-MT-ANAC-Togo du 24 septembre 2012, accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui donne délégation de signature au directeur général de l'ANAC sous le contrôle du ministre de tutelle. Toutefois, conformément à l'article 10 de la loi numéro 2016-011 du 7 juin 2016, cette délégation doit être accordée par décret pour être en conformité avec les exigences de l'OACI. Le décret permettra au système de l'aviation civile du Togo de disposer d'une réglementation constamment à jour par rapport au référentiel international. Il permettra aussi de disposer d'éléments de preuve de conformité aux standards internationaux. Le second décret, adopté par le Conseil des ministres, porte organisation et fonctionnement de la Fédération togolaise des sports scolaires et universitaires, FETOSU. La pratique des activités physiques et sportives au Togo a souffert pendant longtemps de l'inexistence d'un cadre juridique et réglementaire. Ce vide juridique n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs escomptés, les sports scolaires et universitaires étant une pépinière de talents sportifs. En effet, les sports scolaires et universitaires, connus couramment sous l'appellation de championnats scolaires et universitaires, n'ont pas bénéficié depuis leur origine d'un cadre réglementaire devant régir leur organisation. Mais, avec l'évolution de la pratique des activités physiques et sportives tendant de plus en plus vers le professionnalisme, il est nécessaire de repenser et de reformuler le secteur en vue de donner une chance à l'éclosion d'une jeunesse pleine de talents dont regorge notre pays. Le décret portant organisation et fonctionnement de la Fédération togolaise des sports scolaires et universitaires, pris en application de la loi portant charte des activités physiques et sportives au Togo, s'inscrit dans cette perspective. Le troisième décret adopté porte création, attribution et fonctionnement de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires. Dans le but de réaliser davantage de projets concourant au bien-être des populations togolaises et dans la continuité des efforts déjà entamés, le gouvernement togolais ambitionne la création de milliers d'emplois décents sur les 5 prochaines années dans divers secteurs productifs de l'économie. À cet effet, le gouvernement togolais s'est enjoint le service du cabinet Tony Blair Institute. Tony Blair Institute est une organisation à but non lucratif créée par l'ancien Premier ministre britannique ayant pour objectif de partager les dividendes de la mondialisation avec le plus grand nombre de personnes. L'Institut opère aujourd'hui dans une douzaine de pays en Afrique en mobilisant les experts travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement dans une approche intégrée sensible au contexte local. Il adopte une démarche de co-création avec le gouvernement en proposant des solutions appropriées à des défis propres au Togo. L'équipe du Tony Blair Institute a pour mission de renforcer les compétences, les systèmes et les structures nationales qui sous-tendent la réalisation et l'ancrage institutionnel de ces projets. Cela se traduit par une politique de formation des jeunes talents togolais. Dans ce cadre, certains jeunes togolais sont déjà en formation au siège de l'Institut en Éthiopie. Outre la formation d'excellence, ils bénéficieront également à leur retour au Togo d'un coaching personnalisé jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de performance leur permettant d'être mobilisés dans les structures et institutions en lien avec le partenariat du Tony Blair Institute. L'Institut interviendra dans les projets d'investissement prioritaires, la réalisation des réformes visant à améliorer le climat des affaires et l'opérationnalisation de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi du projet prioritaire, en facilitant l'échange d'expériences et l'élaboration d'outils et méthodes nécessaires à la mission de la cellule. En adoptant le décret portant création, attribution et fonctionnement de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, le Conseil dote notre pays d'un outil chargé de suivre l'exécution des projets prioritaires identifiés dans le cadre d'arbitrages nationaux, ceci en lien avec les porteurs de ces projets et en associant tous les acteurs,
permettre la visibilité des résultats obtenus et veiller à ce que ces résultats aient réellement un impact sur la population, garantir et mettre en œuvre les actions pour une association du secteur privé aux initiatives prioritaires et à l'atteinte des résultats attendus, développer des outils et méthodologies de pilotage et d'exécution des projets et s'assurer de leur bonne diffusion au sein de l'administration togolaise. Et enfin, développer et mettre en œuvre, tant au niveau national qu'international, un plan de communication autour des résultats obtenus. Le Togo se dote ainsi d'un instrument de performance dans l'exécution des projets prioritaires pour le bien-être de l'ensemble de la population. Au titre de communication, la première communication relative à la mission du cabinet Tony Blair Institute for Global Change auprès du gouvernement togolais a précédé l'examen et l'adoption du décret portant création, organisation et fonctionnement de la cellule présidentielle de l'exécution du suivi du projet prioritaire examiné plus haut. La deuxième communication présentée par Madame le coordonnateur de la cellule climat des affaires, CCA, a rendu compte au Conseil de l'évaluation par la Banque mondiale de la mise en œuvre des réformes relatives à la facilité de faire les affaires au Togo, communément appelé Doing Business. Le rapport Doing Business est un rapport annuel publié par la Banque mondiale et qui examine les règlements qui affectent les différentes étapes de la vie d'une entreprise, allant de sa création à la résolution de l'insolvabilité. Le classement global sur la facilité à faire des affaires est le résultat de l'analyse de 10 indicateurs dans 190 pays. À l'analyse des conclusions du rapport de cette année, le Togo se doit de retrouver la dynamique d'amélioration du climat des affaires notée il y a 3 ans, d'autant plus qu'il est en concurrence avec les autres pays de l'UEMOA. Pour atteindre de meilleures performances dans ce domaine, notre pays doit relever le défi de la communication stratégique qui sera varié en fonction du groupe cible, mettre l'accent sur l'amélioration de l'indicateur création d'entreprises et poursuivre résolument les réformes économiques déjà engagées. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement de prendre des dispositions diligentes pour améliorer le climat des affaires et rendre le pays plus attractif vis-à-vis des investisseurs. Pour ce faire, il a demandé qu'un rapport bimensuel soit fait par la cellule du climat des affaires au Conseil des ministres en vue de trouver, ensemble avec tous les acteurs concernés, des solutions éventuelles goulot d'étranglement qui pourraient être identifiées. La dernière communication relative à la 26e session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, du 8 au 12 mai 2017 à Nairobi, au Kenya. Présentée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, cette communication a permis au Conseil d'être informé sur les décisions de cet organisme, notamment le renforcement du rôle de ONU Habitat dans la réponse aux crises urbaines, la promotion de la sécurité dans les villes et les établissements humains. Notre pays pourra accroître le portefeuille de programmes et projets à mettre en œuvre conjointement par ONU Habitat et bénéficier de l'appui technique et financier d'autres bailleurs grâce au partenariat noué avec ONU Habitat. L'objectif étant d'améliorer constamment le cadre de vie de nos populations. Fait à Lomé le 23 novembre 2017, le Conseil des ministres. Demain, vendredi 24 novembre, s'ouvre la 14e foire internationale de Lomé. À la veille de cette ouverture, une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le site du CITEF, le Centre Togolais des Expositions et Foires, pour constater les derniers réglages. Tout est fait prêt, à en croire le directeur du centre, pour les 2 semaines à venir. Des échanges commerciaux, des spectacles et toutes autres activités seront au rendez-vous. L'ambiance à quelques heures de l'ouverture de la 14e foire internationale de Lomé, c'est avec Luc Assi. Dans quelques heures, s'ouvre au Centre Togolais des Expositions et Foires CTF la Foire internationale de Lomé. Plus de 550 exposants de divers secteurs d'activité se sont déjà inscrits pour prendre part à cette messe commerciale. Venus de tous les continents, certains exposants passent au dernier réglage. C'est la veille de l'ouverture, donc on a essayé de commencer l'exposition. Tant que nous, on n'a plus le courage de commencer, j'espère que les autres vont venir aussi, et puis jusqu'à demain, tout serait parfait et puis l'ouverture serait impeccable. Je suis dans le domaine de la cordonnerie, un peu d'objets d'art. Du coup, on est là pour des rencontres, des contacts,
plus la vente aussi. Nous sommes toujours en préparatif pour pouvoir être prêts avant le jour de lancement de la foire. Pour cette 14e foire internationale de Lomé, nous attendons à ce que tout le monde soit au courant du bien fondé de la maison qui est au C10. Cette maison qui permet à tout le monde de pouvoir consommer de l'eau potable. Coup de marteau par ici et de ci par là, le directeur du CTF rassure, tout est pratiquement prêt à 90% pour l'ouverture de la foire demain vendredi. Les exposants dès ce soir peuvent commencer même à disposer leurs produits et d'autres sont toujours en train de travailler. Nous avons des exposants qui nous viennent de 17 pays et donc nous avons en dehors de nos compatriotes, on a également ceux qui nous viennent des pays membres de la CEDEAO et pratiquement ils sont tous là. 300 000 visiteurs sont attendus à cet événement commercial annuel qui offre plusieurs opportunités économiques. Et la sécurité de tous ces visiteurs sera garantie grâce à un dispositif mis en place. Les innovations sont encore au rendez-vous pour l'édition de cette année. On a fait en sorte que la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, nous avons également la police privée, les agents de sécurité privée qui sont mobilisés dès l'entrée de la foire où vous aurez la possibilité d'acheter soit votre billet par flou, soit par T-Money, soit par l'application de EcoBank. Vous pouvez acheter votre billet depuis votre maison par 3 systèmes et à l'arrivée de la foire, vous n'avez plus à vous aligner. En dehors de cela, nous avons un espace thématique où on aura environ une quarantaine de startups qui seront là et qui vont exposer sur les différentes applications qu'ils ont soit initiées pour résoudre des problèmes de la vie, parce que vous savez que les applications, c'est pour résoudre des problèmes, ou bien c'est des applications qui sont élaborées pour faciliter la vie à l'entreprise. Et il y en a dans tous les domaines. Côté ludique n'est pas oublié non plus. En dehors des bars, restaurants traditionnels que nous avons cette année nos frères de la diaspora qui sont venus avec d'autres innovations dans le domaine. 3 pavillons sont donc réservés pour les stands. Des concerts et des conférences B2B meubleront les activités de cette foire consacrées aux opportunités qu'offre le numérique pour le développement des affaires. Rendez-vous donc demain vendredi au CTF. Jeudi, nous ouvrons maintenant la traditionnelle page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Démarré le week-end dernier, le championnat national de football de première division connaîtra son deuxième acte ce week-end. Effectivement, Anita, l'association sportive des conducteurs de Kara ACK qui a pris la tête du classement à l'issue de la première journée ira défier Unisport à Sokode alors que l'Est de Gopor, champion en titre, qui avait trébuché face à Espoir des Yeux, tentera de se refaire une nouvelle santé en effectuant le déplacement de Womé pour affronter les messagers de Fiokpo. Le calendrier complet de la deuxième journée avec Jean-Kofi et Diji. En tête du classement à l'issue de la première journée du championnat D1, l'association sportive des conducteurs de la COSA ASCK se déplace à Sokode pour jouer Unisport, perdant sur tapis vert et classé 16e sur 16. Ce duel entre le premier et le dernier au classement promet. L'autre club qui fait son deuxième match en D1, Espoir FC de Zio, reçoit dans son temple Dr Kaolo Atievi, les Lions des Monts Barbabassa. Espoir FC, tombeur du champion en titre, l'Est Gopor, devra se méfier de Bikinti de Bassar, capable d'inscrire 11 buts en 90 minutes. Pour ce deuxième acte de la saison, 2 clubs de Koto sur les 3 évoluent à domicile. Maranatha FC reçoit le champion Est Gopor au stade général Ameyi à Womé, tandis que Kotoko offre son hospitalité à Koroki Metete de Chamba. Blessé par Espoir de Zio, Ivy Ekwevi et ses poulains feront le voyage de Womé pour corriger le faux pas de la première journée. Quant à Kotoko de Lavier, il devra éviter le pire à domicile. Les Showboys de Palimé, eux, ils ont rendez-vous avec Dito à Lomé. Battu 1 but contre 4, les Anges qui ont fait une mauvaise entame de la saison vont jouer sous pression et chercher à mieux faire à domicile. Ils reçoivent les Scorpions noirs de Tokoin à Ngotchen. Vainqueur sur tapis vert la première journée, le vice-champion Semassi de Sokore fera son vrai premier match de la saison ce week-end.
Les guerriers de Tchaoudjo iront à Kara pour en découdre avec les Kondona qui, à domicile, perdent rarement. Enfin, l'AS OTR fera tranquillement le plus long trajet, Lomé-Dapaon, soit 600 km, pour essayer de remporter les 3 points face à Fouadan qui cherche encore son point d'appui pour la nouvelle saison. Mais attention, les lions de Toul peuvent rugir lors de cette deuxième journée. Toutes les rencontres ont lieu dimanche à partir de 15h. Et Claude, lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette année 2017 et les clubs des Gaillards affûtent leurs armes pour les tournois de fin d'année. C'est le cas du Gaillard Club du camp GP d'Agoué qui était en amical dimanche dernier sur le stade d'Agoué contre Solidarité Gaillard Club de Palimé. Les deux équipes se sont séparées dos à dos, un but partout. Martin Sandani, Mankoubi. Battu 4-3 au match aller il y a un mois à Palimé, les gaillards du camp GP d'Agoué en jaune n'ont pas pu renverser la tendance au match retour à domicile. Bien lancés, les jaunes affichent pourtant clairement leurs intentions en marquant les premiers, mais leurs ambitions s'arrêtent à mi-chemin. Les visiteurs, qui ne sont pas du tout déplacés à Lomé en touristes, répondent du face-à-face et remettent les deux équipes à égalité. Un but partout, score final. Ni vainqueur ni vaincu, c'est l'esprit de la confraternité qui a prévalu. Je suis satisfait parce que au finish, bon, personne n'est blessé, c'est une très bonne chose. On n'a pas perdu, c'est aussi une bonne chose, mais j'attendais davantage. Bon, pour un match amical avec nos adversaires qui nous avaient déjà battus à Palimé, nous devions de gagner. Malheureusement, on n'a pas pu gagner. C'est aussi la loi du football. Nous avons subi. Donc sincèrement, on a subi. L'adversaire est de taille. L'adversaire a donné de ce qu'il pouvait donner pour pouvoir revenir au score. Mais l'essentiel est là. C'est un match gaillard et c'est le faible qui a régné et les deux parties en sont victorieux. Au-delà du résultat, ce match amical retour a tout de même permis aux deux clubs de mieux s'aguerrir pour les prochains tournois de fin d'année des gaillards. Claude, pour finir, un communiqué? Oui, celui du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 de lutte contre le dopage dans le sport au Togo, le Comité national antidopage CNAD, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, organise une campagne de sensibilisation des formations à travers l'éducation et la prévention du dopage au bénéfice des athlètes nationaux. Cette campagne de sensibilisation qui aura lieu le 25 novembre 2017 sera marquée par un cross-country suivi de sensibilisation à l'endroit des athlètes. À cet effet, les athlètes professionnels et amateurs des deux sexes sont invités à s'inscrire auprès du secrétariat de la direction des études et de la planification du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, sise dans l'enceinte de l'ex-ministère des Sports et des Loisirs. Contact 22 20 25 62 90 29 87 26. Par ailleurs, la population de Lomé et de ses environs est appelée à faire massivement le déplacement du stade de Kégué, lieu de chute du cross-country pour réussir l'éclat de la manifestation. Signé le ministre Guy Madje Lorenzo. Merci Claude et on se donne rendez-vous pour jeudi prochain pour la page des sports. Juste le temps de rappeler que Alfred Kolani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot samedi. Merci beaucoup Claude et nous terminons cette édition par un autre communiqué, cette fois celui du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui porte à la connaissance du public que son ministère, en collaboration avec celui de la fonction publique, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la journée de la fonction publique, organise des journées administration rapide de proximité du 28 novembre au 12 décembre 2017. Dans les régions des savanes, de la Kara et des plateaux, selon le calendrier ci-après. La journée des savanes, la région des savanes accueille l'opération du mardi 28 novembre au samedi 2 décembre 2017.
du dimanche 3 décembre au jeudi 7 septembre. C'est la région de la Kara qui sera servie et l'opération prendra fin par la région des plateaux du vendredi 8 décembre au mardi 12 décembre 2017. Le lancement officiel est prévu pour mardi 28 novembre 2017 à Dapaon dans la préfecture de Thone. À cette occasion, il sera procédé à la délivrance dans de brefs délais de cartes nationales d'identité et de passeports aux demandeurs. Le public est donc convié à y participer massivement. Et c'est sur ce communiqué justement que se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.